proposé à Francis un deal qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de toute l'histoire de l'UFC, plus que Brock Lesnar, plus que n'importe qui, mais il a refusé le deal. Nous sommes arrivés à un point où, vous savez, nous sommes revenus au départ, à savoir, si vous voulez ne pas être ici, bah, vous n'avez pas à être ici. Je pense que Francis est actuellement dans une dynamique où il préfère ne pas prendre trop de risques, pensant qu'il est en posture de faire le choix d'affronter des adversaires moins importants et gagner plus d'argent à l'extérieur. Nous allons donc lui laisser l'opportunité de faire ce qu'il veut, nous allons le libérer de son contrat, nous allons lui laisser les droits pour faire ses combats et il peut maintenant faire ce qu'il veut, où il veut. Mais il a dans sa tête l'idée qu'il y a de plus grandes opportunités en dehors de l'UFC, en affrontant des adversaires moins dangereux. En fait, si vous voulez tout savoir, presque rien n'a fonctionné. L'UFC a un modèle de business auquel il ne veut pas changer pour aucun prétexte. Et ce modèle, il est construit uniquement pour l'entreprise, mais qui ne considère pas, au fait, pour moi, ça ne considère pas les combattants et l'intérêt des combattants, notamment la santé et aussi le côté financier. Donc, pour moi, il était question, parce que de par le passé, j'en ai fait l'expérience par moi-même, dès le moment où j'ai commencé à vouloir quelque chose de mieux pour moi, à refuser, à re-signer un contrat et peut-être achever le contrat auquel j'avais en cours, les choses ont été très compliquées. En gros, j'étais forcé à signer un contrat parce que je recevais des pressions, la pression financière, d'où l'UFC prétend qu'ils doivent donner 2 à 3 combats à chacun de leurs combattants, puisqu'ils ne vivent que de ça. Ils ont l'exclusivité de combattre à l'UFC. Donc, de ce fait, l'UFC aurait eu l'obligation de leur donner 2-3 combats par an, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en 2019, 2020, je crois 2021, j'ai fait un combat chaque année. Pourquoi? Parce que j'avais des pour moi, c'était une façon de me mettre la pression financièrement pour que je sois obligé de me soumettre à leur offre et de signer un nouveau contrat pour pouvoir être à l'aise financièrement. Au début de chaque année, on s'attend en tant que combattant de l'UFC de faire 2-3 combats parce que notre salaire ne nous permet pas de tenir toute l'année. Le salaire d'un combat ne nous permet pas de tenir toute l'année. Donc du coup, sachant qu'on compte sur ça, ils ont utilisé ça comme moyen de pression. Et ça déjà, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on résout, que l'UFC ait des responsabilités dans ce contrat, parce qu'il est inadmissible qu'on a l'exclusivité avec une personne qui n'a aucun engagement avec nous. Après avoir fait des études sur ce contrat, il est clair que l'UFC n'a pas d'obligation envers des combattants. Et pour moi, je ne voulais pas re-signer un contrat de ce genre. J'avais besoin d'une responsabilité des deux parties. Ce n'était pas trop demandé parce que quand on y pense bien, je pense que c'est un changement qui est nécessaire, c'est un besoin qui est nécessaire pour tout le monde. Vous allez constater que le modèle de contrat de l'UFC, les bases salariales de l'UFC aujourd'hui sont des bases salariales qui datent de 10 ans, voire même plus. Le problème, c'est qu'avec l'inflation, nous les combattants, on souffre. L'entreprise grandit. On peut bien voir qu'ils sont entrés en bourse en mai 2021. L'entreprise grandit financièrement, mais les combattants ne font que devenir petits. On a les mêmes bases salariales d'il y a 10 ans. Pourtant, on fait face aux inflations d'au moins 20% pendant les 3 dernières années. Les 10 000 ou 12 000 dollars qu'on recevait sur un contrat de base il y a 5 ans n'ont plus la même valeur aujourd'hui. Je suis arrivé à Vegas, je louais un appartement à 2 000 dollars. Ce même appartement aujourd'hui coûte dans les 3 000 dollars. Et si on a le même salaire, alors que pensez-vous de notre revenu? On ne s'en sort pas. Et par-dessus tout, si on fait un sport où on met notre physique en jeu, où on compromet notre avenir, parce que ne croyez pas que je n'étais pas content de me retrouver dans cette position, mais il y avait des réalités auxquelles il fallait parler, il fallait toucher du doigt. J'ai vécu, je m'entraîne dans une salle où il y a plusieurs combattants de l'UFC. Ok, pour moi, ça passe encore parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un débutant. J'ai quand même un salaire. Je peux me permettre de payer une assurance santé, quel que soit son prix. Mais nombreux sont des combattants qui ne peuvent pas. Pourtant, ces gars, ils font tout ce qui est en leur pouvoir
pour mettre du show à l'UFC. Alors, je pense que la moindre des choses dans un sport comme celui-là, c'est une assurance santé. C'est pas trop demandé. Je pense que c'est logique. C'est pas des exigences qui n'ont pas de sens. C'est évident. J'ai vu des combattants, on fait des opérations aux États-Unis. J'ai vu des combattants qui recevaient des factures de $2000 parce qu'ils ne sont pas dans la période de combat, donc du coup, ils ne sont pas couverts. Ouais. À partir de ce moment, on fait quoi? Peu importe. Il était en salle, il s'entraînait dans le même but, mais il n'est pas couvert. Ce combattant, il touche $12 000, il combat 2-3 fois par an à peine. Il paye les coachs, il paye tout. Au final, il a du mal à vivre. Il vit en colocation avec des amis et pour certains, ils sont obligés d'avoir un boulot à côté. Ouais. Pourtant, ils ont un contrat exclusif. Ils n'ont pas le droit de chercher mieux ailleurs. Ils n'ont même pas le droit de communiquer avec une autre promotion de la même catégorie. Donc, du coup, je pense que c'est un peu pas proportionnel vu l'engagement qu'on a envers cette entreprise et que l'entreprise n'a pas le même engagement avec nous. Je n'ai pas demandé les choses très fou, quoi. Et pour ce qui est d'un représentant des combattants au board meeting de l'UFC, je pense que ça a aussi du sens parce que, à mon avis, après, je pense que parfois l'UFC prend des décisions qui vont à l'encontre qui vont à l'encontre des combattants sans toutefois avoir l'intention de nuire les combattants. Alors, je trouve qu'il est nécessaire que l'UFC considère quelqu'un qui serait sur place, qui va comprendre et écouter les combattants, qui va être la voix des combattants et qui va défendre les causes en disant « Ok, on comprend bien votre décision, mais sachez que en tant que combattant, voici comment ça impacte sur les combattants. Voici comment on perçoit. » Aujourd'hui, on n'a plus les droits de sponsoring parce que tout ce qui doit passer sur le ring doit être UFC, doit être géré par l'UFC. T'as beau eu ton sponsor derrière, mais tu peux pas entrer dans la cage avec, tu peux pas avoir ça sur ton t-shirt. Ouais. Pourtant, c'est là où tu pouvais arrondir ton salaire, arrondir ta fin du mois. Mais on n'a plus ce droit. Et avec le temps, on nous prive davantage des droits. Ouais. Avant, c'était possible. Avant, des combattants, ils étaient à l'UFC et ils avaient beaucoup d'argent du sponsoring. L'année passée, j'ai perdu beaucoup d'argent, plus que j'en ai gagné à cause de ce sponsor. Il y a par exemple le contrat avec Crypto.com qu'ils ont signé, ça avait fait alors que moi j'étais derrière en train de tisser. Effectivement, voilà. Entre-temps, moi j'étais en train de conclure un contrat de plus d'1 million de dollars avec Coinbase. Et du coup, après l'annonce de Crypto.com, d'où on était obligé d'avoir une grosse tête de logo de Crypto.com sur notre t-shirt à l'entrée du jeu, sans notre consentement et sans aucun intérêt. J'ai perdu cette somme. Alors, qu'est-ce que j'ai eu sur le contrat de Crypto.com? Mais $0. Alors que à côté, j'ai perdu un deal. Je pense qu'il y avait plusieurs facteurs dans le contrat de PFL qui étaient très séduisants, mais tout d'abord en commençant par PFL Afrique. Et ça, j'étais certain de ce projet parce que ce n'était pas juste un projet où ils ont monté pendant la nuit pour venir me séduire. C'était un projet que j'avais entendu parler de ça il y a de cela 2 ans à peu près. Donc je savais que PFL travaillait sur un truc dans ce sens. Et là, ils sont revenus avec une proposition beaucoup plus intéressante, une volonté d'avancer dans ce sens et de développer le sport sur le continent africain, une vision mondiale où l'Afrique devait être un grand acteur dans cette organisation. Et ça, d'entrée de jeu, ça m'a intéressé. Même avant qu'ils ne font leur première proposition, mon cœur penchait déjà plus pour PFL parce que je les trouvais très intéressants et les trucs auxquels ils faisaient attention, les clauses du contrat, les thèmes, ce qu'ils mettaient en table comme point de négociation était très intéressant pour moi en fait. Oui, effectivement. Je ne peux pas jouer que le rôle de combattant parce que, comme nous le savons, c'est un peu, on est un peu, comment dire, on est un peu isolé aujourd'hui. En tant qu'Africain, l'Afrique est un peu isolée. On a tendance que
de ne pas être pris au sérieux, même si on ne cesse de se prouver. Et ceux qui n'ont pas cette opportunité ne se font pas entendre, ne se font pas voir. Alors du coup, ayant déjà pris il y a quelques années des actions à ce sujet, donc j'ai fait la fondation Francis Ngannou qui aidait aussi à développer le sport dans le milieu, et aussi aujourd'hui avec notre partenaire Premier Bet, on a construit une salle de 2 étages dans la ville de Douala qui sera une salle de MMA et qui a été totalement financée par Premier Bet et pour mettre à disposition des jeunes Camerounais et Africains de part et d'autre qui veulent participer à ce sport, parce qu'on a constaté qu'il y a un problème majeur sur le continent qui est l'infrastructure, l'encadrement de cette discipline et peut-être l'entraînement. Donc, il est donc question de travailler sur ces aspects. PFL Africa n'est pas juste une organisation comme les autres qui vont aller faire un événement, mettre un show à l'américain et porter ses valises pour s'en aller. PFL Africa, c'est une organisation africaine, même si c'est une branche de PFL Global, mais c'est une organisation qui va travailler, qui va faire un travail de fond pour développer, déjà pour donner l'opportunité à ces talents africains de se développer en eux-mêmes avant de pouvoir combattre sur la scène, sur la grande scène, sur le niveau international, mais tout en restant en Afrique. Plus forcément besoin de s'expatrier ou de prendre des risques inutiles pour aller s'entraîner ou avoir l'opportunité, espérer l'opportunité de s'entraîner et de combattre dans une belle organisation. Là, la belle organisation nous trouve à la maison et ce serait l'opportunité de quiconque vouloir combattre de s'exprimer. Tout a été dit dans cette vidéo. Alors, quelles leçons tirer de cette affaire? Francis, UFC, PFL. Je pense qu'il y a 3 leçons à tirer de cette affaire, à savoir la patience, les valeurs et les principes. La patience, pourquoi? Parce que Francis ne s'est pas levé un matin, dire ce qu'il a à dire ce qu'il pense. Non. Il a travaillé. Il a pris son mal en patience. Il ne s'est pas découragé. Parce que au début, UFC lui mettait la pression financière. On lui signe un contrat en disant tu as 2-3 combats dans l'année, mais tu te retrouves à faire un combat. À la fin de l'année, tu es dans une situation compliquée. Financièrement, tu te sens obligé de signer un nouveau contrat. Un contrat exclusif où tu ne peux pas représenter ton sponsor dans un combat, où tu n'es pas couvert par une assurance santé pendant toute l'année, seulement pendant les périodes de combat, où tu n'as pas vraiment un salaire suffisant. Francis ne s'est pas découragé. Francis a travaillé, il a bataillé avec détermination, avec patience pour être champion du monde. C'est quelqu'un qui connaît ses principes et ses valeurs. Il connaît ce qu'il vaut. Il ne peut pas continuer à signer un contrat où l'organisation n'a aucune obligation envers lui. Le salaire n'est pas une obligation de l'employeur envers l'employé, non. C'est le droit pour l'employé. Donc on ne peut pas dire que c'est une obligation pour UFC. C'est le droit pour un combattant. Il n'avait pas trop demandé. Il n'a demandé que 3 choses. 3 petites choses à UFC. Ce n'est pas trop demandé, seulement la couverture sanitaire. Pendant toute la période du contrat, une représentation dans le conseil administratif de UFC, c'est tout à fait normal pour pouvoir défendre les intérêts des combattants et à la fin, une réévaluation salariale. Ce n'est pas trop demandé. Avant, il signait des contrats par contrainte parce qu'il était obligé, mais il ne peut pas continuer à signer un contrat de la sorte. Comment tu peux signer un contrat où l'organisation n'a aucune obligation envers toi? UFC pensait que c'est une grosse erreur de la part de Francis de ne pas signer ce contrat. Un contrat où il pense que ça fera de Francis Ngannou le combattant le mieux payé de l'histoire de MMA. Non, ce n'est pas ça l'objectif de Francis. Francis, lui, voit loin. Aujourd'hui, le contrat avec PFL, c'est une victoire pour Francis. Pourquoi? Il a eu tout ce qu'il veut. Il a un bon salaire. Il peut combattre en représentant son sponsor sur les rings. Il représente PFL en Afrique en tant qu'ambassadeur. Pas seulement ambassadeur, mais aussi actionnaire dans cette organisation. Pour ça, vraiment, chapeau à toi, Francis. Et vraiment, tu as pensé à tes cadets, tu as pensé à tes petits frères qui vont se lancer dans ce sport. Tu as sacrifié un contrat pour pouvoir avoir le meilleur, pour aussi l'avenir de ce sport en Afrique. Vraiment, chapeau à toi, tu le mérites. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être champion du monde.
Tu as travaillé pour ça. Tu mérites tout ce que tu as demandé et tu mérites tout ce que tu as aujourd'hui. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de partager, de liker et de donner vos avis en commentaire. À la prochaine sur NH TV.